Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Réewum Ngor de Thierno Alassane Sall. Bonjour Pape. Nous avons célébré ce 1er mai la fête du travail, dans un contexte marqué au Sénégal par la rareté de l'emploi. Le président de la République a organisé dernièrement un conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. Votre commentaire sur l'échec des politiques d'emploi ainsi que les difficultés de la jeunesse sénégalaise à trouver un travail décent dans ce pays? Je voudrais m'associer aux travailleurs et me faire aussi marquer ma solidarité à l'endroit de tous ceux qui sont dans le monde du travail, qui ont des difficultés particulières. Mais je pense que la journée du 1er mai au Sénégal devrait être associée à une journée du 2 mai pour le chômage et la question de l'emploi, qui est une question qui est récurrente depuis les indépendances, j'allais dire. Vous vous souvenez que Wade a bâti campagne en 2000 sur la question de l'emploi et du chômage. Macky Sall lui-même a promis des centaines de milliers d'emplois. Et qu'on en soit pratiquement à la fin de au milieu de son deuxième mandat à reprendre comme si c'était une découverte nouvelle, en dit long sur non seulement l'échec des politiques, mais la prégnance de cette question. La question de l'emploi n'est pas seulement une question de source de revenus pour les jeunes, c'est aussi une question de raison de vivre. Quel est l'apport que quelqu'un réalise pour sa société? Les sociétés humaines sont des sociétés en progrès. Tout ce qu'on a trouvé autour de nous, toutes les idées, toutes les réalisations, c'est le fruit des générations antérieures. Et nous voudrions chacun de nous, à titre individuellement, marquer quelque part notre contribution à l'humanité en apportant du bonheur, des soins, de la nourriture, de la connaissance aux autres. Et c'est pourquoi c'est une question extrêmement importante, puisqu'elle fonde finalement notre raison de vivre en tant qu'être humain. Et au-delà, les générations actuelles, les jeunes actuels vivent un drame particulièrement aigu. Parce que jusqu'ici, c'est les jeunes actifs qui, plus ou moins en Afrique, parce qu'il n'y a pas d'assurance et de retraite de quelque sorte, ou en tout cas une infime minorité a accès à la retraite. Donc c'est les jeunes qui assuraient les vieux jours de leurs parents, en tout cas de leur famille, qui les activités économiques. Aujourd'hui, c'est les parents qui portent les jeunes, après les avoir portés jusqu'à l'âge de pouvoir être actifs, après les avoir aidés souvent à trouver des diplômes, doivent les porter avec leurs maigres ressources et leurs maigres pensions de retraite jusqu'à la tombe. C'est un drame aussi très grave. Et c'est dû au fait que notre société n'a pas su résoudre le problème de la production, parce que l'emploi est un facteur de production. Le travail, c'est une entité qui rentre dans un produit, dans un service à destination d'autres consommateurs. Et nous sommes une société qui ne produit quasiment rien, qui n'a quasiment pas évolué par rapport au temps millénaire, où on continue à produire l'arachide, on continue à produire, si on retrouve des zircons, on continue à extraire les zircons ici, à aller les transformer ailleurs. Le pareil pour ce qui concerne l'or, etc. Nos mangues sont transformées ailleurs, donc on ne produit pas. Et pourquoi on ne produit pas? Parce que nous sommes dans un cycle, dans une situation où on est extrêmement peu compétitif, tant du point de vue des idées, de la formation, de la capacité de production, que du point de vue des autres facteurs. Quels sont justement, selon vous, les handicaps structurels qui empêchent l'universalité de l'emploi au Sénégal? Il y a le fait que déjà on a été positionné comme économie coloniale, comme une source. Le pacte colonial, c'était que nous fournissions les matières brutes et ils les transforment. Et au moment de l'indépendance, nous n'avons pas cherché à apporter des solutions radicales, une révolution radicale pour pouvoir être une économie qui produit et qui transforme sur soi. Et on nous a insérés dans un monde globalisé.
parfois nous avons voulu, nous avons signé les accords, les APE et d'autres accords de libre-échange. Nous sommes en train de parler de la ZLECA. Donc, nous sommes en compétition avec des gens qui ont des traditions de création industrielle, de création artistique, de création dans tous les domaines beaucoup plus développés que le nôtre et qui ont des capacités de production beaucoup plus importantes. Et nous avons aggravé nos handicaps. Par exemple, les infrastructures, on en parle beaucoup. Mais prenez le port de Dakar, il est l'un des ports les moins compétitifs. Moins compétitif par rapport au nord mondial parce que vous amenez votre conteneur pour qu'il sorte. Vous comparez à Amsterdam ou à Anvers ou à Singapour ou à Casa ou à Abidjan ici, vous avez l'une des performances les plus piètres par Dakar. Et ensuite, plus élevé en termes de coûts. Donc nous ne pouvons pas être compétitifs du point de vue de la logistique. Vous voyez nos autoroutes, le coût de péage est le plus élevé au monde. Et tout ça rentre dans la compétitivité de notre économie. Vous avez le coût de la vie. Abidjan, avec 200 francs, 300 francs, un ouvrier peut se payer son bol d'attiéke et manger. Donc un ouvrier peut être moins bien payé. Il peut loger relativement bien parce que c'est un pays où tout n'est pas concentré à Abidjan, la capitale économique. Mais il y a des ports comme San Pedro, il y a d'autres villes comme Yamoussoukro, il y a Bouaké. Donc tout n'est pas concentré dans une même. Donc le coût de la vie, le coût de logement, le coût, etc., et parce que leurs infrastructures sont meilleures que les nôtres, le coût de la vie est beaucoup plus simple. Mais aussi, donc le coût du facteur travail est moins élevé. Mais aussi, il y a le coût de l'électricité qui entre systématiquement dans tous les produits. Vous êtes un salon de coiffure, vous êtes un tailleur, vous êtes un boucher, vous avez besoin d'électricité. Or, le coût de notre électricité est parmi les plus onéreux, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Et donc, si nous considérons tout ça, nous voyons bien pourquoi une nuitée d'hôtel au Sénégal coûte très cher, donc on n'est pas compétitif pour attirer les touristes. Et parce que aussi les taxes à l'aéroport ou les taxes au péage font que le touriste, le coût de l'alimentation font que le touriste, avec le prix d'une nuitée ici, il a 2 ou 3 nuitées à Casablanca. Pourquoi il viendra ici? Et on a moins de travailleurs dans le domaine du tourisme. Donc, vous voulez un travailleur dans une cimenterie, le coût de l'électricité est tellement élevé que n'eût été la disponibilité des mines et des matières premières à bas prix ici au Sénégal, les gens iraient s'installer dans d'autres zones parce que produire une tonne de ciment ou produire une heure de travail d'un ingénieur ici au Sénégal dans un centre d'appel ou dans un bureau de développement vaut plus cher que le faire ailleurs parce que l'électricité coûte plus cher, parce que le loyer de son bureau coûte plus cher, parce que le transporter dans Dakar coûte plus cher, parce que le nourrir dans Dakar coûte plus cher. Donc nous devons faire une transformation, nous attaquer à ces entraves de manière sérieuse et à les libérer. Nous devons avoir une gestion beaucoup plus efficiente et beaucoup moins politisée du port. La plupart des directeurs généraux qu'on a mis au port, c'était des politiciens qui avaient pour seule vocation, et le Macky Sall les avait avertis d'ailleurs, que celui qui perd son fief perd son poste. Donc c'était des résultats politiques qui étaient attendus plus que des performances économiques. Comment voulez-vous que le port de Dakar soit alors performant? Comment voulez-vous que notre autoroute et notre système de transport soient aussi performants que celui d'Abidjan quand vous payez pour 60 km Dakar-Thiès 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher que Dakar-Abidjan-Yamoussoukro 225 km. Et on peut multiplier ainsi les exemples. Donc nous devons nous attaquer à ces handicaps structurels. Faire en sorte qu'aujourd'hui, par exemple, on audite le péage. Ce n'est pas l'accord qu'ils ont signé sous la pression de l'opinion, et je me félicite aussi que nous y avons contribué en disant que péage, le nom même, l'autoroute à péage, le nom même faisait penser au baron Sénèque et au seigneur qui faisait payer des péages pour traverser son fief. Vous vous rappelez, dans le livre, je l'ai un peu évoqué, et que les coûts n'avaient aucun rapport. Ils ont fait certains aménagements, mais le but, c'était de réduire le tarif du péage. Et pour y arriver, il faut un audit approfondi de la situation de ce contrat-là et voir dans quelle mesure les hypothèses de départ sont toujours valides ou pas, ou ont été, de ce que je crois, largement dépassées par la réalité. Et ça, on doit le faire systématiquement pour l'ensemble des facteurs de production qui entrent. Si nous voulons avoir un coût de la main-d'œuvre moins cher, il faut
que les usines sortent de Dakar. Et il faut qu'on fasse en sorte que l'aménagement des territoires et la mise à disposition des centres de production à l'intérieur du pays soient facilités et que les gens puissent travailler à Kaolack, à Thiès, ailleurs, avec des domaines industriels assez performants. Et si par exemple le programme d'autosuffisance en riz du président avait réussi, peut-être qu'il aurait pu y contribuer. En vous entendant, on aurait dit que nous sommes dans une forme de fatalité. Vous avez parlé des blocages liés aux facteurs de travail, mais vous avez aussi parlé de nombreux freins concernant l'emploi. Comment fait-on vraiment pour mener les peuples vers le plein emploi et la prospérité? Oui, la situation est difficile, c'est clair. Et j'ai évoqué tout à l'heure les obstacles qu'il faudrait lever. Mais il est clair que si nous voulons changer d'échelle et sortir, comme le disait le Premier ministre de Singapour, du tiers-monde à la prospérité, c'est le sujet de son tome 2 de ses mémoires. Il n'y a aucune fatalité. C'était des situations, Singapour, c'était des situations aussi difficiles que celles du Sénégal en 1965. Il n'y a aucune fatalité. La fatalité, et ce qui est incompréhensible, c'est qu'on ne puisse pas faire des Niayes jusqu'à Saint-Louis, qu'il n'y ait aucune pousse de terrain qui ne soit pas cultivée, qu'il n'y ait pas un arbre qui ne soit pas cultivé. Une arbre plutôt qui ne soit pas cultivée. Et ça, il faut faire croire d'abord aux hommes que leurs rêves sont possibles, qu'il n'y a aucune limite à leurs rêves, qu'un peuple, il n'y a aucune limite à ses rêves et qu'on doit rêver grand en tant que peuple sénégalais. Nous ne pouvons pas avoir les terres, avoir des ressources naturelles, avoir une jeunesse, un nombre suffisant qui en veut et qui montre en prenant les pirogues et en allant ailleurs dans le monde, et quand l'occasion leur sont données à travers le monde, qui montre son abnégation au travail. Nous ne pouvons avoir ces chances-là et les spolier par manque de vision. Donc, il faut premièrement qu'on ait une vision et des ambitions fortes, d'abord de nous nourrir nous-mêmes, mais pas par des slogans et par des campagnes qui ne sont pas pensées et qui ne sont pas réfléchies. La première chose, c'est qu'il faut associer fortement la recherche et les chercheurs, associer les travailleurs eux-mêmes, associer l'industrie et les banques pour que l'agriculture soit une économie qui soit productrice non seulement de biens, mais à des coûts très compétitifs, pour que nous puissions nous nourrir à bas prix et que nous puissions exporter nos produits vers l'étranger, parce que nous sommes encore une fois dans un monde ouvert. Il faudrait que nous pensions, nous quittions et que nous banissions de nos lois que nos ressources naturelles comme l'or, comme le zircon, ne soient même pas transformées au Sénégal, qu'on les extrait de manière brute. Et il faut qu'on forme nos jeunes, qu'on investisse, que le gouvernement, dans tous les contrats, fasse en sorte qu'il y ait des investissements pour pouvoir transformer ici. Nous ne pouvons pas continuer, encore une fois, à importer des jus de fruits de pays qui ne produisent pas de mangue, de pays qui ne produisent pas de goyave ou de bouillie. C'est totalement aberrant. Et c'est ce qui nous arrive. Nous produisons des mangues qui pourrissent, nous produisons du bouilli dont on sait que faire, nous produisons du bissap dont on sait que faire. Imaginez que ce soit les Marocains qui avaient le bouilli et le bissap. Mais le monde entier le saurait et serait irrigué. Parce que c'est un peuple qui a déjà la notion du commerce, de l'entreprise depuis longtemps et qui est organisé comme ça. Et parce que le premier entrepreneur là-bas, c'est le roi, qui voyage, qui vient au Sénégal, qui va ailleurs. Et je vois récemment d'ailleurs qu'il nous envoie une équipe médicale qui vient tourner ici avec des scanners, etc. Mais c'est une tête de pont pour demain venir implanter des cliniques ici. Est-ce que nous ne pouvons pas, avec l'aide de l'État, construire à Diamniadio, au lieu d'un stade de 150 milliards, mettre des cliniques là-bas où des professeurs sénégalais seraient avec le nec plus ultra de la technologie qu'on confierait à des privés qui pourraient faire venir des malades de la sous-région et du Sénégal au lieu de les envoyer encore au Maroc, en Tunisie, ailleurs. C'était ça qu'on attendait du président de la République. Faire comme le roi du Maroc, faire comme le président turc, faire comme le président français quand il est venu ici, signer pour Fonroche et pousser pour que Fonroche gagne des marchés. Lui, qu'il porte les industriels sénégalais et les privés sénégalais, qu'il aille à l'intérieur du pays dire qu'il est question qu'on continue à envoyer notre mangue non transformé en état but dans des caisses, et quand il y a des problèmes de fret ou ailleurs, on est répercuté. Non, c'est de dire comment faire en sorte qu'il y ait des ISEP
pour que les gens, puisque l'ITA fait beaucoup de recherches dans la transformation des fruits, dans la conservation, les recherches existent. Mais comment faire en sorte qu'on ait de petites PME? Mais pour qu'on ait des petites PME là-bas, à l'intérieur du pays, il faut qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait les pistes, il faut qu'il y ait l'eau, il faut qu'il y ait des centres de formation, il faut que les financements dont on parle partent vers des structures comme ça. Et ça, dans tous les domaines, on a les capacités de faire des choses innovantes, nouvelles, qui nous permettent de créer de l'emploi au fur et à mesure, parce qu'il faut créer des produits. Et vous imaginez, j'aime bien souvent donner l'exemple de ce qui marche ailleurs, parce que nous, on pense que c'est pas possible. Mais ce qui est, encore une fois, choquant, ce qui doit changer fondamentalement, c'est qu'on continue à amener du coton cultivé comme de manière brute. Toutes nos filatures et nos usines Sodefitex, Sodexca, NSTS de Thiès, Ircotaf, tout ça est parti. À Abidjan, aucun Africain ne va à Abidjan aujourd'hui sans aller passer au plateau chercher du woodin, des chemises woodin prêts à porter. Ils ont réussi à faire une filière qui s'exporte bien. Patéo est là-bas et vend des chemises faites avec du tissu local, mais très cher. Mais nous n'arrivons pas, alors que nous avons été un des premiers initiateurs de ce genre de produits en Afrique. Donc, c'est cette vision-là de dire que on peut se battre et à 25 ans se hisser parmi les meilleurs au monde. Mais pour ça, il faut effectivement qu'on forme bien les jeunes. Il faut effectivement qu'on leur inculque le goût de l'entrepreneuriat. Et heureusement, il y en a beaucoup. Dans le domaine des nouvelles technologies, il y a beaucoup qui essayent. Il y a des startups qui se mettent, qui veulent ce que l'État aurait dû faire. Dire que nous devons avoir un plan global de numérisation du Sénégal. Ils en ont, hein, mais c'est dans les papiers. Mais dire que désormais, tout ce qui se fait se fera sur des bases numériques. On ne peut même pas distribuer de l'engrais sans que le paysan à qui est destiné cet engrais n'ait un numéro appeleur de paysan, ou etc., que sa parcelle soit répertoriée et que quand ils reçoivent l'engrais, ils le reçoivent sous forme de SMS qui lui indique que c'est à tel endroit et payé par un moyen de paiement électronique. C'est comme ça qu'on fait rentrer les gens dans le monde moderne, en trouvant leurs activités et en répondant non seulement en adressant non seulement des questions d'efficacité qu'on peut résoudre avec le numérique, mais aussi en leur montrant que ces outils-là peuvent vous permettre d'aller beaucoup plus loin et vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller résoudre des problèmes élémentaires, prendre la charrette, faire 10 km, etc. etc. Mais c'est le gouvernement qui n'a aucune vision, qui n'a pas de capacité d'innovation. Les jeunes sont là, ils sont prêts à faire beaucoup, mais notre État, même pour faire des cartes d'identité biométriques, va aller chercher des sociétés opaques étrangères qui facturent à 52 milliards, ce que des Sénégalais peuvent faire. Et en le faisant aussi, intégrer d'autres applications qui nous permettraient de résoudre bien d'autres problèmes et de développer l'écosystème qui permette de prendre en charge les questions du numérique au Sénégal. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour accompagner les startups qui évoluent dans le domaine du numérique? Il y en a qui étaient là, par exemple sur la VDN, je ne veux pas faire de publicité, mais chaque fois que je passe devant Idéal, celui qui était revenu de France, qui a installé, qui a mis 400 millions, qui a voulu fermer des programmeurs plutôt, qui même donné des bourses à l'école polytechnique de Thiès, mais chaque fois que je passe devant lui, que je ne vois pas qu'il a grandi, que ses produits sont connus dans la sous-région, qu'il a participé à résoudre des équations précises pour le gouvernement du Sénégal, par exemple l'état civil, par exemple d'autres questions qui sont le financement des gens, les forces Covid, quand on le faisait, au lieu de distribuer du riz maison par maison, on aurait pu régler ça de manière électronique et en envoyant de l'argent aux gens. Donc quand je vois que ces gens-là qui ont pour l'ambition de venir participer au développement du pays en offrant des solutions et en résolvant des problèmes liés au développement du Sénégal, on les laisse en végétude et peut-être même ils sont partis ailleurs, ça nous fend le cœur. C'est pourquoi je reviens à notre question initiale en disant que le travail, c'est pas seulement se faire de l'argent pour tenir sa famille,
Ces gens qui sont venus, qui ont essayé d'investir chez eux, ils auraient pu rester en France, aux États-Unis, ailleurs. Ils ont voulu participer à la construction du Sénégal pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, qu'on dise voilà la génération qui a apporté la révolution au Sénégal. Mais ils ont été eux-mêmes phagocytés par un système qui ne pense qu'à la rente. Ce 2 mai va aussi marquer, nous allons terminer sur ça, le 4e anniversaire de votre démission du gouvernement de Macky Sall. Un épisode qui a inspiré votre livre, Le protocole de l'Élysée. Un petit commentaire pour terminer. Oui, je remercie Dieu de m'avoir inspiré à quitter le navire Macky Sall où je ne me sentais pas de toute façon très bien. Les événements passés ont conforté largement. Et tout ce qui s'est passé depuis conforte largement que si le Yonou Yokouté, on avait fait, si c'était une voie et qu'on avait fait au moins les 10 ou 20 ou 30 premiers kilomètres, même si c'est 1000 kilomètres, on aurait dit qu'on a posé les fondamentaux et les bases pour le développement du pays. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la justice est l'un des derniers remparts dans une société. La justice elle-même fait l'objet d'un discrédit sans pareil, et peut-être comme jamais en Afrique ou ailleurs dans le monde. Et donc, je suis désolé de le dire, mais l'histoire me donne raison. J'aurais préféré que l'État du Sénégal ait raison sur moi. Parce que peut-être qu'en ce moment-là, le Sénégal en aurait tiré profit et aurait avancé. Et moi, je me serais peut-être, j'aurais fait mon mea culpa ou je serais allé ailleurs. Mais il est malheureux de constater que nous avons fait de très très mauvais choix et ça persiste. Et ça, c'est un constat amer pour des gens de notre génération qui ont voulu changer le pays. Encore, on revient toujours aux mêmes questions quand je lis des livres de ceux qui ont fait transformer le pays et qui resteront dans l'histoire, qui ont cité en exemple un peu partout dans le monde. Je suis là à des milliers de kilomètres, je les cite. J'aurais bien aimé citer en exemple Abdoulaye Wade ou Abdou Diouf ou Macky Sall, mais de l'histoire, quand on parlera, il n'y en a qu'un qui a essayé fondamentalement de changer le Sénégal. C'est Mamadou Dia qui a essayé de prendre les problèmes tels que j'essaie de les décrire. J'ai là le livre de Roland Collin, Vogue notre pirogue, un de ses anciens directeurs de cabinet, qui explique comment il a, contre des féodalités, contre des chambres de commerce, contre des industriels, contre des intérêts de toutes sortes, comment il a essayé de transformer le pays et il s'est heurté à une résistance qui a fini par le dégager. Et malheureusement, depuis lors, les problèmes du Sénégal ont empiré. Et nous avons une tâche gigantesque, monumentale qui nous attend. Parce que quand on n'arrive même pas à donner à manger, la FAO ou le PAM parle de possibilité de famine dans des pays du Sahel. Quand on dit que parce que Haftar est en train de perdre la face ou on est en train de jeter des mercenaires d'or en Libye et que ces milliers de mercenaires avec hyper armés vont venir dans le Sahel et que notre sécurité est menacée parce que nous sommes des nations fragiles et parce que nous avons beaucoup de jeunes qui pour $100 vont accepter d'être embrigadés dans ces armées de mercenaires là. Vous avez vu ce qui se passe au Tchad. Et ça, également, j'en parle dans le livre. Je dis, les pilleurs par Kalachnikov qui viendront vont remplacer les pilleurs par décret de ceux qui prennent nos ressources, qui en font ce qu'ils veulent, sans qu'il y ait aucune justice pour les arrêter. Et malheureusement, l'histoire nous donne plus qu'amplement raison au vu des développements qui se passent au Mali, au Tchad et des risques auxquels nous sommes exposés ici par le fait que nous avons des pays fragiles où les jeunes sont désemparés, donc proie facile à toute forme d'aventurisme et où la corruption est telle que les gens n'ont plus le nationalisme acéré de ceux qui sont prêts à se battre et à mourir pour le pays parce qu'ils voient bien que le pays a été privatisé par quelques-uns. Et ça doit changer. Merci beaucoup. C'était le 2e épisode du podcast Réew Ngor de Thierno Alassane Sall. Nous vous donnons rendez-vous au mois de juin. Merci.